Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'histoire ainsi que la biographie de Jin le virtuose. Installez-vous bien, pensez à vous abonner, mettre le petit pouce bleu. C'est parti pour la biographie de Jin. Dans presque tous les villages d'Ionia, on entend le conte de la capture du démon doré. Narré dans un grand nombre de pièces et de poèmes épiques, le bannissement de cet esprit cruel est toujours fêté à ce jour. Cependant, dans chaque mythe, il y a un noyau de vérité. Dans le cas du démon doré, la vérité est très éloignée de la fiction. Pendant des années, les montagnes du sud d'Ionia furent rongées par les méfaits de l'infâme créature. Dans toute la province de Ziun et jusqu'aux confins de Chongsan et Galrin, un monstre massacrait des centaines de voyageurs et parfois même les habitants de tout un hameau de fermiers, laissant derrière lui un spectacle macabre de corps sans vie. Plusieurs milices armées organisèrent des battues en forêt. Des villages recrutèrent des chasseurs de démons. Des maîtres yuju patrouillèrent sur les routes, mais rien ne ralentissait les agissements sordides de la créature. En désespoir de cause, le conseil de Ziun envoya un représentant quémander l'aide du grand maître de Lord Kinku, Kusho. Chargé de maintenir l'équilibre entre les royaumes matériels et spirituels, Kusho était adepte du bannissement des démons. Kusho partit en secret pour ne pas avertir la créature rusée, accompagné de son fils encore adolescent, Shen, et de son jeune apprenti, Z. Ils rendirent visite aux innombrables familles meurtries par les assassinats, examinèrent en détail les ignobles scènes de crime et tentèrent de faire émerger un schéma commun à tous ces meurtres. Rapidement, Kusho réalisa qu'ils n'étaient pas les premiers à traquer ce tueur et il fut de plus en plus convaincu que ces massacres allaient bien au-delà du démoniaque. Leur enquête dura 4 longues années sans qu'ils n'arrivent jamais à atteindre le démon doré, et les 3 hommes en furent changés à jamais. La chevelure rousse et flamboyante de Kusho devint blanche. Shen, pourtant connu pour son esprit et son sens de l'humour, devint sombre et renfermé, et Z, l'étoile qui brillait au firmament des disciples du temple de Kusho, se mit à rencontrer des difficultés dans ses études. C'était comme si le démon savait qu'il le cherchait et prospérait sur les affres de leur échec. En découvrant enfin le motif commun à tous ces meurtres, le grand maître prononça les paroles suivantes. Le bien et le mal ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des concepts nés de l'esprit humain et chacun en perçoit des nuances différentes. Kusho voulut abandonner l'enquête, convaincu désormais qu'il ne chassait pas un démon, mais un humain ou un Vastaya, ce qui ne rentrait pas dans les attributions du Kinku. Shen et Z refusèrent de s'en retourner après tout ce qu'ils avaient sacrifié pour capturer le tueur et le convainquirent de poursuivre la lutte. La veille du festival de la fleur spirituelle, dans le col de Jiom, Kusho se déguisa en calligraphe de renom pour se mêler aux autres artistes invités. Puis il attendit. Shen et Z mirent en place un piège savant et ils se retrouvèrent enfin face à face avec leur ennemi tant haï. Kusho avait raison. Le célèbre démon doré n'était en fait qu'un simple machiniste travaillant au sein des théâtres itinérants et des opéras de Shiun, sous le pseudonyme de Kadajin. Lorsqu'ils appréhendèrent Jin, le jeune Z s'avança pour tuer l'homme qui se recroquevillait de peur sous leurs yeux. Mais Kusho s'interposa. Il rappela à ses élèves qu'ils avaient déjà outrepassé leurs fonctions et que tuer Jin ne ferait qu'aggraver les choses. Kusho craignait que révéler l'humanité de Jin ne sape l'harmonie et la confiance qui définissaient la culture ionienne ou même n'encourage d'autres personnes à commettre des crimes similaires. Malgré l'horreur des actions de Jin, le maître légendaire décida que le tueur devait être capturé vivant et incarcéré dans la prison monastique de Tuula. Shen exprima son désaccord, mais accepta néanmoins la froide logique du jugement de son père. Z, perturbé et hanté par les scènes de meurtre dont il avait été témoin, se révéla incapable de comprendre ou même d'accepter ce geste de miséricorde. Dès lors, on raconte qu'un profond ressentiment naquit dans son cœur. Malgré ces longues années d'emprisonnement à Tuula, les gardiens n'apprirent quasiment rien au sujet de Jin.
Au fil de son incarcération, les moines découvrirent en lui un élève très doué qui excellait dans de nombreux domaines, dont le travail du métal, la poésie et la danse. Pour autant, ils ne parvinrent jamais à le guérir de ses fascinations morbides. En dehors de la prison, Ionia était en proie au tumulte, car l'invasion de l'Empire noxien venait de plonger le pays dans une période d'instabilité politique. Sous les assauts de la guerre, la soif de sang de cette nation, jusque-là paisible, finit par se réveiller. Jin fut libéré peu de temps après la guerre contre Noxus, sans doute pour servir les intérêts d'un des radicaux assoiffés de pouvoir qui fleurirent à la fin du conflit. Il dispose désormais des nouvelles armes de la forge de Kashuri, même si l'on ignore comment il est entré en leur possession et quelles sont ses connexions avec Kashuri. Qui que soient ses protecteurs, Jin tient d'eux des fonds illimités qui lui permettent de donner une ampleur sans cesse croissante à ses représentations. Récemment, il a attaqué les membres de l'ordre de Z. De plus, des assassinats et des massacres portant sa signature se sont multipliés dans de nombreuses régions d'Ionia, mais aussi en des endroits aussi distants que Piltover et Zone. Il semble que tout Runeterra doive n'être qu'une toile pour les atrocités que peint Kadajin, et lui seul sait où il donnera le prochain coup de pinceau. L'histoire de Jin. Le fusil qu'il tenait dans sa main n'était qu'un simple outil, mais sa conception était d'une finesse sans égale. Les lettres d'or gravées dans le métal vert sombre épelaient le nom du forgeron, reflétant sa fierté de créateur et sa confiance. Cela n'avait rien à voir avec ce qu'on pourrait trouver à Piltover. Leurs armes tapageuses essayaient de fonctionner avec les quantités infimes de magie qu'on trouvait dans ces terres. Celle-ci, en revanche, avait été créée par un maître forgeron, son cœur de bronze, merveille Ionia, regorgeait de magie. Il essuya la crosse du fusil une 4e fois. Il ne pouvait jamais être sûr que son arme était parfaitement propre tant qu'il ne l'avait pas essuyée 4 fois, et ce, même s'il ne n'en s'était pas servi. Et même s'il allait simplement la placer dans un sac sous son lit, il ne pouvait pas la ranger avant d'être sûr qu'elle ait été parfaitement propre. Et il ne pouvait tout simplement pas en être sûr tant qu'il ne l'avait pas essuyée 4 fois. Elle allait être propre au bout de 4 fois. Elle l'était toujours. Elle était propre et absolument merveilleuse. Ses nouveaux clients s'étaient montrés très généreux. Mais après tout, un artiste de son calibre ne mérite-t-il pas un pinceau d'exception ? La portée et la précision de ce nouveau dispositif rendaient totalement insignifiants ses travaux précédents, réalisés avec une épée. Il lui avait fallu des semaines d'études pour comprendre le mécanisme des armes à feu, et plusieurs mois pour adapter ses techniques de ki à l'épée. Le fusil pouvait contenir 4 balles, chacune était imprégnée d'énergie magique. Chacune était aussi parfaite que la lame d'un moine de l'Asila. Chacune constituait la peinture avec laquelle il pourrait laisser libre cours à son art. Chacune était un chef-d'œuvre. Les balles ne se contentaient pas de trancher les corps, elles les réarrangeaient. La répétition dans les ateliers industriels avait déjà démontré tout le potentiel de ce fusil, et ses nouveaux employeurs avaient été très satisfaits de la réception de son travail. Il avait fini de la polir, mais comme il tenait l'arme dans sa main droite, la tentation était trop grande. Il savait que ce n'était pas raisonnable, mais il sortit sa combinaison noire en peau d'anguille. De sa main gauche, il caressa la surface glissante de la tenue. En sentant cette peau huilée sous ses doigts, son souffle s'accéléra. Il saisit le masque de cuir, puis, incapable de résister, il l'enfila sur son visage. Il couvrait son œil droit et sa bouche. Cela bloquait en partie sa respiration et le privait de sa perception de la profondeur. Délicieux. Il était en train d'enfiler sa spalière lorsque les clochettes qu'il avait dissimulées sous l'escalier menant à sa chambre se mirent à tinter. Il replia rapidement son arme et enleva son masque. « Il y a quelqu'un » demanda la femme de chambre à travers la porte. L'inflexion de sa voix indiquait qu'elle avait été élevée loin au sud de ce village. « Vous avez fait ce que je vous ai demandé ?» répondit Jin. « Oui, monsieur. Une lanterne blanche tous les 4 mètres, une lanterne rouge tous les 15 mètres. »« Alors je peux commencer, » fit Kadajin en ouvrant la porte de sa chambre. La femme écarquilla les yeux tandis qu'il quittait la chambre.
Jean savait parfaitement à quoi il ressemblait. En temps normal, cela excitait chez lui des accès de haine de soi. Mais aujourd'hui, il était en représentation. Aujourd'hui, Kadajin s'était composé une allure fine et élégante, et il se déplaçait avec une canne. Il était voûté, et sa cape semblait couvrir une énorme difformité sur son épaule. Mais cette première impression était démentie par sa démarche allègre. Il frappait le plancher de sa canne avant chaque pas, alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre. Il suivait un rythme précis. 3 coups brefs, puis un 4e. L'or de sa tenue étincelait. Sa cape couleur crème ondulait et ses bijoux brillaient au soleil. Qu'est-ce que c'est que ça demanda la femme de chambre en pointant du doigt l'épaule de Jean. Celui-ci marqua une pause pour étudier un instant le visage poupon de son interlocutrice. Il était rond et parfaitement symétrique, des traits incroyablement ternes et prévisibles, un matériau beaucoup trop laid et grossier pour créer un masque. « C'est pour le crescendo, très cher », répondit Kadajin. Depuis la fenêtre de l'auberge, il pouvait clairement voir le reste du village dans la vallée, en contrebas. Cette représentation allait devoir être spectaculaire, mais il y avait encore tant à faire. Le conseiller serait de retour dans la soirée, et jusqu'ici, tous les plans de Jean pour cet événement lui semblaient peu inspirés. « J'ai apporté des fleurs pour votre chambre, » dit la femme en passant près de lui. Il aurait pu utiliser quelqu'un d'autre pour placer les lanternes, mais il ne l'avait pas fait. Il aurait pu changer de vêtements avant d'ouvrir sa porte, mais il ne l'avait pas fait. À présent, elle avait vu Kadajin dans ses plus beaux atouts. L'inspiration qu'il avait tant attendue lui sembla soudain si évidente. C'était le destin. Il n'avait jamais eu de choix à faire. Il ne pouvait pas échapper à l'appel de l'art. Le visage de cette femme de chambre, il allait devoir le rendre plus intéressant. 2. Dans son assiette pleine de bouillon, la tranche de porc laqué brillait à la lumière. Le doux fumet hypnotisait Chêne, mais il reposa sa cuillère. Alors que la serveuse s'éloignait, elle lui décocha un sourire et hocha la tête en signe d'approbation. Il fallait laisser à la graisse le temps de fondre pour se mélanger au brouet. Nul doute que la soupe était déjà excellente, mais d'ici quelques instants, elle deviendrait absolument succulente. Patience. Chêne étudia l'intérieur de l'auberge de la Falaise Blanche. La pièce présentait un aspect promptement simple et grossier. Les tisseurs de bois avaient réalisé là un travail d'orfèvre, en retirant l'écorce et en laissant les feuilles uniquement quand c'était nécessaire. Soudain, la flamme de la bougie posée sur la table se mit à trembler, d'une étrange façon. Chêne glissa loin de la table et sortit ses lames de sous sa cape. « Tes élèves sont aussi silencieux qu'une femelle borax en train de mettre bas, » dit-il. Seul et habillé comme un marchand, Z entra dans l'auberge. Effleurant la serveuse sur son passage, il s'assit à 3 tables de chêne. Chaque fibre de son corps lui intimait l'ordre de se jeter sur son adversaire. Mais ce n'était pas la voix du crépuscule. Il se força à reprendre son calme lorsqu'il se rendit compte que la distance était trop grande, mais seulement à 1 doigt près. Chêne fixa Z, s'attendant à le voir sourire. Son rival, cependant, se contenta d'un soupir. Son teint était cireux et son regard était alourdi par 2 poches sombres sous ses yeux. « J'ai attendu pendant des années, » dit Chêne. « Aurais-je mal calculé la distance ?» demanda Z d'une voix épuisée. « Même si ma tête est coupée, j'aurai toujours le temps de frapper. Ton chemin est plus proche du mien que tu ne le penses. Les idéaux de ton père étaient faibles. Yona ne pouvait plus se permettre de les suivre, » affirma Z. Il se cala au fond de son siège, reculant juste assez pour être hors de portée de Chêne et éviter un coup fatal. « Je sais que je ne parviendrai pas à t'en convaincre, mais je vais t'accorder une chance d'obtenir ta vengeance. » Chêne s'avança d'1 pouce sur sa chaise. « Je ne suis pas motivé par la vengeance. Tes actions mettent l'équilibre en péril. Pour cela, tu es déjà condamné. » « Le démon doré s'est échappé, » répondit Z. « Impossible. » Mais alors qu'il prononçait ce mot, Chêne s'aperçut que son cœur se serrait dans sa poitrine. « La plus grande victoire de ton père, et voilà que sa clémence ternit de nouveau son héritage. » Z secoua la tête. « Tu sais ce dont est capable cette créature. Il se peut l'être
à avoir une chance de l'arrêter, conclut Z. Shen se souvint de la première fois qu'il avait vu le cadavre d'une des victimes de l'infâme Kadajin. Sa peau se hérissa à l'évocation de ce souvenir et il serra la mâchoire. Seul son père s'était montré assez fort pour croire encore que seule une justice magnanime méritait d'être appliquée. Ce jour-là, quelque chose avait changé pour Shen, et quelque chose en Z s'était brisé. Aujourd'hui, le monstre était de retour. Shen posa ses 2 lames sur la table. Il tourna son regard vers le succulent bol de soupe qui se trouvait devant lui. Plusieurs gouttelettes de graisse luisaient maintenant à la surface du brouet. Mais il n'avait plus faim. 3. Toujours aucun signe de Z, c'était décevant, très décevant. Nul doute qu'il était allé trouver son ancien ami. Z était probablement caché à l'observer. Jin allait devoir être prudent. Depuis la jetée, il porta de nouveau son regard sur le faisceau étranger. La marée était là et le navire allait partir d'ici quelques instants. Il lui faudrait revenir très vite s'il comptait se produire à Zone le mois suivant. Des risques, encore des risques. Il s'arrêta pour observer son reflet dans une flaque. Sur la surface de l'eau, il vit un vieux marchand à l'air inquiet. Ses nombreuses années d'expérience en tant qu'acteur, alliées à son entraînement militaire, lui avaient permis d'acquérir un contrôle total sur ses muscles faciaux. Un visage très commun auquel il avait donné une expression tout à fait banale. Lorsqu'il gravit la colline, Jin n'eut aucun mal à se fondre dans la foule. Il compta le nombre de lanternes blanches devant lui, calculant la distance. Si Z faisait son apparition, il allait avoir besoin d'elle. Une fois arrivé à l'auberge, au sommet de la colline, il jeta un œil aux pots dans lesquels il avait dissimulé des pièges, des lames d'acier acérées en forme de fleurs. Elles étaient là pour couvrir sa retraite si quelque chose ne se passait pas comme prévu. Il songea à la façon dont le métal trancherait les badauds, aspergeant les murs turquoises de l'immeuble, fraîchement repeints. C'était tentant. Il se frayait un chemin à travers la foule quand il entendit l'aîné du village s'adresser à Shen. « Pourquoi le démon s'en prendrait-il à elle et on conseillait ?» demanda le vieil homme. Shen, qui portait ses vêtements bleus habituels, ne répondit pas. Une autre du Kinku, une jeune femme nommée Akali, se tenait près de lui. Elle s'avança vers la porte d'entrée de l'auberge. « Non, » fit Shen en la retenant. « Qu'est-ce qui te fait croire que je ne suis pas prête ?» demanda Akali. « Je ne l'étais pas quand j'avais ton âge. » À ce moment, l'un des gardes du village sortit de l'auberge en titubant, le visage pâle et les traits tirés. « Sa chair, elle était... » balbutia-t-il. Il fit quelques pas, puis s'effondra sur le sol, évanoui à cause du choc. Adossé contre le mur du bâtiment, le tavernier se mit à rire nerveusement. Puis il fondit en larmes, le visage déformé par la folie. « Il l'a vu. Il a vu la fleur. » Ces gens n'oublieraient pas de sitôt le travail artistique de Kadajin. Shen scrutait le visage des badauds. « Petit malin, » pensa Jin, avant de disparaître à l'arrière de la foule. Alors qu'il retournait vers le navire, il observa les toits, guettant le moindre signe de Z. Il était impossible de manquer son œuvre. Ensemble ou séparément, Z et Shen allaient suivre les indices qu'il avait laissés derrière lui. La piste les mènerait inévitablement au festival du Lotus, tout droit dans le col de Jiom. Et quand ils commenceraient à désespérer, ils n'auraient d'autre choix que de travailler ensemble à nouveau. Ce serait comme au bon vieux temps de leur jeunesse. Ils seraient réunis par la fascination et la peur. Alors seulement, le grand Kadajin se révélerait à eux, et son plus fabuleux chef-d'œuvre pourrait enfin prendre corps.